j'ai décidé avec la grâce, mais c'est vraiment les actes qui permettront de savoir si tout ce que je fais vient de Dieu. Mais en tout cas, j'ai le désir, moi, de servir Dieu. J'ai décidé de m'engager dans la politique cette année et de me présenter aux législatives. Alors certains pourraient se dire, mais pourquoi il n'a pas choisi d'abord d'être élu dans une mairie, de commencer en fait par quelque chose d'autre? Ce qui, moi, m'a interpellé, c'est la misère du peuple, la souffrance globale que j'ai vue en Martinique. Au niveau des municipales, on va s'occuper de la mairie. On a beaucoup de choses à faire et je reconnais le gros travail que font tous les élus à ce niveau-là. Mais au niveau des législatives, le député est amené à porter des projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale, d'aller aussi contrôler l'activité du gouvernement, de pouvoir, proposer aussi des amendements par rapport au texte. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, nous sommes nombreux à nous interroger sur l'intérêt du gouvernement pour le peuple. J'ai trop eu l'impression, mais en plus des preuves, qu'on n'a pas été assez considéré. Je vais donner des exemples très concrets qui m'ont impacté, qui m'ont fait très mal. Ça fait plusieurs années, en 2009, la Martinique était bloquée parce qu'il y a eu des grèves pour le pouvoir d'achat. En regardant les chiffres de l'INSEE, on a vu qu'il y a un temps de ça, la Martinique, il y avait 28% de personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Quand on regarde les chiffres maintenant, 2021, maintenant 2022, il y a plus de 30% de la population martiniquaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Là, on parle de chiffres, mais ça représente à peu près un tiers de la population martiniquaise. Donc, à peu près 100 000 personnes, etc., qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans le concret, parce que c'est ce que j'ai vu, moi, sur le terrain, ce sont des gens qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants en Martinique. Moi, je parle de ça parce que je suis un travailleur social. Je suis dans le médico-social, donc on va, dans la rue, on est auprès des personnes en situation de handicap. Je dis pas ça pour dire que je suis meilleur que d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, beaucoup de personnes qui aident en Martinique. Là, en Martinique, il y a toujours eu des gens qui ont beaucoup de solidarité. J'utilise pas ça comme un prétexte, mais je dis une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on laisse des personnes mourir de faim, qu'on laisse des personnes dans des logements insalubres, et pire, que des personnes aussi aient des difficultés pour avoir l'accès aux soins, que des personnes croulent aussi sous l'endettement, parce que des fois, en Martinique, il faudrait revoir aussi le taux d'endettement, de surendettement. Certains font des crédits pour rembourser un crédit, et ce sont des crédits des fois juste pour subvenir aux besoins du quotidien. Les parents doivent laisser les enfants partir à des milliers de kilomètres, ça coûte, on est privés les uns des autres, et on voit des personnes âgées qui se retrouvent isolées. On a très peu de structures. Moi, je suis dans le médico-social, je vais pas être trop technique, mais on a un seul SAMSA en Martinique. On a très peu de structures qui peuvent vraiment prendre le relais malgré les efforts que font les CCAS. Très peu de structures qui peuvent vraiment être auprès des personnes en situation de handicap et des personnes âgées qui se retrouvent bien souvent seules. Finalement, les membres de la famille deviennent des aidants. Et je l'ai pas dit, mais comme je suis de formation psychologue et aussi ergonome, donc je peux vous dire que les aidants ont une espérance de vie qui est réduite à partir du moment où eux commencent à s'occuper du malade. Finalement, peut-être que le malade puise un petit peu dans la vie de l'aidant. Tu es usé. Tu vis au rythme de la pathologie de l'autre. Et comme tu travailles, tu cours à droite, à gauche, etc., c'est pas toujours simple. Donc, ayant vu cette réalité, et avec la crise sanitaire, des lois que moi j'estime iniques, c'est-à-dire injustes, j'ai vraiment entendu le cri de douleur de la population martiniquaise qui dit trop c'est trop, ça fait trop longtemps. Et j'ai vu la population martiniquaise dénigrée parce qu'ils sont en train de manifester. Donc on dit ah oui, le peuple est violent, ils brûlent des pneus, ils font des blocages. Qu'on soit clair, je suis totalement opposé à toute forme de violence. Je condamne toute forme de violence, clairement. Pas la personne, mais la violence, puisqu'une personne ne va pas être réduite à ce qui a été fait à un moment donné. Mais je tiens à dire, et c'est pour ça que je souhaite aussi me présenter, qu'il faut dénoncer la violence institutionnelle. Quand on fait passer certaines lois, quand on maintient certains systèmes en place dont on parlera un peu plus tard parce qu'on va rentrer dans la technique,
le petit jeune ne vient pas seulement pour dire qu'il est chrétien et que le Seigneur béni, il m'a permis d'être là, c'est bien. Mais on va parler des dossiers. On va rentrer en fait dans le sujet. Mais quand on voit certaines choses qui se passent, on se dit qu'il est temps de dénoncer la violence institutionnelle. Trop, c'est trop. La finance règne et au final, l'argent domine. Ce sont des intérêts. Et il y a des moyens pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. La France ne manque pas de ressources. La France ne manque pas d'argent à l'heure actuelle pour pouvoir s'occuper de la population. Ce sont des choix qui sont faits. Et si les choix sont mauvais, si les lois sont mauvaises, il ne faut pas qu'on oublie que les lois viennent du cœur de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir, pour moi en tout cas, l'Esprit Saint comme guide, parce qu'il faut parler au cœur. On va bien sûr, dans mon engagement, parler au gouvernement, parce qu'il faut que le gouvernement se remette en question et qu'il puisse changer sur plusieurs aspects dont on va parler. Mais il faut aussi que nous, la population, on puisse se poser des questions et voir comment nous, on se serre les coudes. On a perdu certaines valeurs. Tout ne peut pas se résumer aux lois dans un pays. Si aujourd'hui, la prison en Martinique, à Ducos, est surpeuplée, c'est pas dû qu'aux lois qui sont dures. On a aussi perdu au niveau de notre solidarité, de notre proximité dans les familles. Je me rappelle d'un temps où les grands-parents, les voisins, un ensemble participaient à l'éducation des jeunes. Je me rappelle ce temps merveilleux où quand tu rentres dans une pharmacie ou ailleurs, tout le monde dit bonjour madame, bonjour monsieur. On a perdu beaucoup de valeurs. Je me rappelle un temps où les grandes personnes pouvaient dire à n'importe quel jeune dans la rue, « Ti maman, il pas fait ça. » Je dis, jou, sauf fait ça, Toto, ça c'est notre histoire. Si toutefois, même en tant que parent, tu regardes l'enfant d'un autre parent, le parent te dit, quoi? Non, c'est bon, madame. Je laisse votre enfant faire ses affaires. Finalement, on a perdu du lien. On s'est replié sur nous-mêmes. On est devenu plus individualiste. Et j'ai envie de dire, c'est qu'on s'y moun qu'à manger moun. Je pense que, certes, il y a un travail à faire au niveau des lois. Mais c'est pour ça que je n'ai pas peur de revendiquer ma chrétienté. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire et il est très important au niveau de nos cœurs. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Je laisse Christelle qui me fait signe. Oui, d'autant plus que c'est vrai que nous sommes une île avec beaucoup d'attaches. Effectivement, nous avons beaucoup d'attaches de par l'histoire, notre histoire, de par les différents fléaux aussi qu'on a connus. Nous avons peut-être eu, par rapport aux inondations, les sargasses, nous avons connu les crises sociales, maintenant crise sanitaire. Mais aujourd'hui... Comment penses-tu que le déclic puisse venir du cœur de la population martiniquaise? C'est une excellente question et je suis vraiment content de pouvoir apporter des éléments de réponse. Pour répondre à ça, je vais raconter une petite histoire. C'est celle d'un petit colibri. Alors en général, j'aime bien dire que c'est une histoire vraie, mais comme on est sur une radio chrétienne, quand on va entendre que le colibri parle avec un crapaud, on va me dire « Ouais, tu as vu, il ment ». Donc je vais me garder de faire cette blague-là, c'était une blague. Donc voilà. Alors c'est l'histoire d'un colibri qui est dans la forêt, etc. Et je pense que vous la connaissez. Et à un moment donné, dans cette forêt, il y a un incendie. Comme il y a un incendie, compère lapin là, pas qu'à faire rien. Mais le colibri, lui, il n'a pas beaucoup de ressources. Mais il fait des allers-retours, jusqu'à la rivière, il ramène à chaque fois une goutte d'eau. Compère lapin qu'a mori, et puis qu'a gardé, petit colibri, il a dit, t'es tu vois pas que tu perds ton temps? Non, mais on est franc, Moi, je vous ai dit que je suis quelqu'un de franc. Ou pas, au capecton, ou quand même un petit goutte. Ou pas, ça peut faire rien. Et le colibri, qui lui répond, écoute, je fais ma part. À l'instar de ce colibri, moi, j'ai décidé de ne plus être spectateur. J'ai décidé que je voulais plus être seulement là devant ma télé à regarder les manifestants, même si moi j'allais, j'ai manifesté contre le pass sanitaire, contre les mesures, contre ce qui s'est passé par rapport au chlordécone, plusieurs manifestations.
Je vais pas rentrer en fait dans tous les débats, mais je pourrais, quand le moment viendra, affirmer mes positions. Et la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire ma part, c'est me mettre debout. Ne plus être spectateur. J'étais devant ma télé, je regardais les manifestations dans l'Hexagone. Je regardais les autres qui osaient prendre la parole. Je regardais ceux qui cherchaient des solutions. C'est facile de critiquer, c'est facile de dire que rien n'a été fait, c'est facile de dire que c'est pas assez. Mais toi qui critiques, qu'est-ce que tu fais? Toi qui critiques, est-ce que tu oses? Et comme j'aime bien un petit peu l'histoire de la Martinique, je me rappelle voilà, un petit peu l'histoire d'Eugène Bonnat, qui a vraiment fait beaucoup pour la musique martiniquaise. Mais c'était un petit peu comme cette petite phrase qui est... peut-être que lui-même a été un tremplin pour de nombreux artistes, même s'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à l'époque. Aujourd'hui, quelle que soit la porte qui va s'ouvrir devant moi, si le Seigneur permet que j'accède à cette fonction pour servir, ou si seulement aujourd'hui ou pendant la campagne, quelqu'un est touché, ou quelqu'un peut en fait contribuer aussi au mouvement, ou que là déjà j'ai reçu plein de messages de jeunes et de moins jeunes disant c'est intéressant, ça fait un renouveau, ça donne un élan. Si ce n'est que ça, c'est déjà beaucoup pour moi, c'est déjà une victoire. Ma première lutte, comme j'ai dit sur l'un des flyers, c'est une lutte contre la résignation. C'est pas trop tard. Je refuse de croire qu'en Martinique, avec tous les talents que nous avons, toute l'éducation que nous avons reçue, qu'on va se limiter à faire des guerres de clochers, un tel ceci, un tel cela, ou qu'on va se résigner en disant de toute façon rien ne changera, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'avant de rentrer sur des sujets techniques, je pense qu'il faut qu'on retrouve la foi. Véritablement. Je parle moi de ma foi en Christ bien sûr, mais je pense aussi que retrouvons pour ceux qui sont pas sur ce chemin-là, retrouver aussi une foi en l'humanité. L'homme est capable du bien. Et les situations ne sont désespérées que quand on a décidé de les laisser en fait, comme telles. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas décidé de me résigner parce que moi, mes pays, moi, j'aime la Martinique. J'aime voir en fait là les Martiniquais. Je me suis battu pour rentrer au pays. Ça fait plusieurs années que j'y suis. La Martinique m'a beaucoup donné parce que pendant mon enfance, à un moment donné, je l'ai pas dit dans mon témoignage, mais la maison a brûlé, on avait tout perdu. Et tous les Martiniquais qui avaient à Sainte-Anne, Font-Repos, le meilleur quartier de Sainte-Anne. Et petite pub. Et qui venaient d'ailleurs aussi. Il y a des gens qui sont sortis du nord de la Martinique, qui ont porté pour nous des vêtements, qui ont porté des choses. Enfin bref, la Martinique est belle, elle est riche. Il y a une solidarité, il y a une beauté. On peut pas aujourd'hui simplement laisser, la Martinique couler sur différents aspects dont on va parler et ne pas réagir. Donc c'est pour ça que je parle en premier lieu d'oser. Tous ceux qui sont là et qui ont des idées, qui ont une bonne intention, qui peuvent faire quelque chose, il faut qu'on fasse. Et j'en profite pour dire l'autre chose, c'est 2017, il y avait plus de 60% des Martiniquais qui se sont abstenus. C'était le taux d'abstention au premier tour de la présidentielle. On a refusé, d'aller voter. Je comprends qu'on puisse ne pas se retrouver là dans tous les politiciens, etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose. Qu'on le veuille ou non, un politicien va devenir président de la République. Il faut à un moment donné qu'on lise les programmes et qu'on essaye de faire un travail citoyen pour dire je donne en fait ma contribution à cette personne plutôt qu'à une autre personne. Des fois, simplement, il ne faut pas qu'on oublie, il y a eu la Révolution française 1789. Des gens ont payé le prix du sang pour avoir le droit de vote. Pour qu'on sorte de la monarchie avec simplement, une personne qui décidait de tout. On est rentré dans la République qui a évolué, etc. Mais aujourd'hui, la République française ne pourra évoluer que si chacun de nous, on continue en fait à la travailler au corps. Et moi, je veux faire partie des petits colibris qui vont travailler la République au corps. Mon qu'elle a dit, parce qu'aujourd'hui, je suis pas satisfait de la République française telle qu'elle est. Et si la République française vient jusqu'en Martinique pour dire voilà comment les choses vont se faire, moi je suis déterminé à aller jusque là-bas pour dire aussi voilà ce que nous les Martiniquais on veut. On est pleinement citoyens et aujourd'hui nous aussi on veut contribuer à l'évolution de. Ce serait simple pour moi de me mettre de côté et puis de dire ah ouais c'est pas bon, etc. Ouais ok. Mais on peut se dire aussi que les gens ont besoin que nous on porte un message différemment. Certains ont manifesté
Et je remercie tous ceux qui se sont mobilisés sur le terrain, qui ont manifesté comme ils ont pu. Et d'autres peuvent continuer en fait à manifester autrement dans les écrits ou en s'engageant dans la politique ou dans des associations. Et moi, j'ai décidé de m'engager de cette manière-là pour essayer de porter un message. Super. Et c'est vrai que j'avais une question tout à l'heure, mais tu as répondu en amont déjà. Et c'est vraiment une révolution de l'espoir, on va dire, qui se couple en même temps avec un acte de foi. C'est ça. Donc c'est un double engagement. Donc militer pour Christ à la fois et triompher avec lui en fait dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est vraiment une belle grâce. Donc vraiment, merci Seigneur, parce que on a besoin effectivement de conscience réveillée aujourd'hui et de personnes qui se décident effectivement à agir, poser des actes de foi et agir. Laisser Dieu effectivement nous donner toutes les stratégies pour pouvoir avancer et mener à bien les missions. Alors ce soir, nous sommes dans l'émission Témoigne de Christ et nous avons pour invité David Liméry qui va maintenant débattre de ses axes de réflexion donc par rapport à sa candidature aux législatives. Et je crois vraiment que ta fonction professionnelle t'a permis et t'a conduit effectivement à analyser les besoins sur le terrain, les besoins de la Martinique en tout cas. Et comme on disait tout à l'heure, nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle. Donc, est-ce que tu peux maintenant nous étayer un peu les différents axes sur lesquels tu voudrais appuyer tes réflexions? Eh bien oui, avec grand plaisir. Parce que c'est vrai qu'on peut des fois limiter les chrétiens à une question spirituelle en se disant, bon, la personne a été appelée par Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Hein? Il est sérieux, lui? Bon, c'est beau, c'est tout ça, tu vas venir avec ton bâton, etc. Mais bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe en Martinique? Qu'est-ce qui va changer? Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que le Seigneur a toujours été concret dans ma vie. Donc, je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Foi et raison ne sont pas opposés. Alors, on a tendance à dire qu'un député n'a pas un programme, mais il peut prendre des engagements. Et effectivement, quand je parle là d'engagement, le premier point, et pourquoi je dis engagement, ce qui me concerne, mais aussi axe de réflexion, c'est parce que ça doit se construire avec la population. La campagne va présenter des points avec des propositions claires, mais qui sont soumises à la population pour que nous puissions les affiner ensemble et les porter au plus haut. Le premier point pour moi, c'est liberté et démocratie. Comme j'ai pu le dire, on a beaucoup parlé de la démocratie qui vient du grec démos, kratos. Normalement, c'est le pouvoir au peuple. En tout cas, une vraie reconnaissance du peuple dans les décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État. Mais il n'en demeure pas moins que on a tous le sentiment d'être écrasés par une machine étatique qui ne nous considère pas. Et en plus, on voit que les problèmes sont là. Et c'est pour ça que les gens sombrent dans l'abstention. Parce qu'ils n'y croient plus. Quand je parle de liberté et démocratie, c'est redonner du pouvoir au peuple. Pouvoir se réapproprier la démocratie. Concrètement, ça passe par quoi? Il n'y a pas si longtemps, les Gilets jaunes ont beaucoup manifesté, tout comme nous en Martinique. Et ça m'a toujours fait mal de voir que quand des gens, des citoyens, c'est-à-dire le fameux peuple qui est censé être souverain, dit qu'il y a un problème, personne ne descend de sa fenêtre dans la rue pour discuter, pour les considérer. On attend que la manifestation passe et puis on continue le fonctionnement de la même façon. Quand les Gilets jaunes ont beaucoup manifesté, ils ont fait une proposition que j'ai trouvée très intéressante. Ce sont les référendums d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que un groupe de citoyens, un certain nombre d'électeurs, à peu près 700 000, d'autres diront plus 900 000. Je pense que c'est important de redonner la place au référendum. Les référendums, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la démocratie directe. C'est-à-dire que c'est directement le peuple qui est interpellé sur certains sujets. Le référendum peut se faire, c'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'élu, solliciter le peuple sur une question en disant, voilà, je souhaiterais vous interroger sur telle et telle question. Souhaitez-vous qu'on aille dans telle direction ou dans telle autre? Mais là, le référendum d'initiative citoyenne, ça veut bien dire que c'est le peuple lui-même qui interpelle ses élus.
À partir du moment où ils sont un certain nombre à avoir signé une pétition pour dire nous voulons proposer un projet de loi ou nous voulons en fait qu'une loi soit abrogée, ça engage les politiciens qui sont censés être des serviteurs de la nation. Ce que je l'ai rappelé, normalement, ministre vient de ministerium, ce qui veut dire serviteur. Et je pense que là où la politique s'est perdue, c'est qu'on a perdu ce sens du service. On n'a plus l'impression, et d'ailleurs quand le ministre de l'Outre-mer est venu il n'y a pas si longtemps, j'ai pas eu l'impression de voir un serviteur du peuple, quelqu'un qui est venu pour nous entendre, nous écouter. D'ailleurs, je me demande pourquoi les ministres de l'Outre-mer ne vivent pas plus dans l'Outre-mer. Passe pas un peu plus de temps avec le peuple. Viens manger avec nous, viens des fois ne pas manger avec nous aussi. Viens faire tes courses ici. Non, je sais pas, tu serais peut-être pas resté que 24 heures, tu aurais vu qu'il y a plus de problèmes que ça. J'ai trouvé ça insultant et irrespectueux. Bref, un manque de considération du peuple. Donc déjà, les référendums, pour moi, c'est important, et surtout référendum d'initiative citoyenne. Donc que le peuple sente qu'il a de nouveaux moyens, des leviers à actionner. L'autre chose, j'ai été très très interpellé par le Conseil constitutionnel. Alors, ce sont des termes techniques, mais justement, faut qu'on rentre dedans, parce que si on doit choisir quelqu'un comme élu, c'est pas que, voilà, un homme qui se contente de dire béni soit le Seigneur, mais qui ne travaille pas. Le Seigneur est concret, donc il sait ouvrir notre intelligence. Il nous bénit. Donc c'est pour ça, voilà. Mais il travaille le cœur pour qu'on reste honnête et loyal. Et le fait est que le Conseil constitutionnel est le garant, normalement, de la conformité entre les lois et la Constitution. Et la Constitution est censée garantir nos libertés. La Constitution a notamment, voilà, pris tout son essor lors de la Révolution française, où le peuple avait dit, ça suffit. Le peuple avait faim, le peuple avait froid, le peuple n'en pouvait plus, il se sentait écrasé. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, un simple édit du roi suffisait pour que quelqu'un soit mis en prison ou autre chose. Et de la Révolution française ont pu émaner de nombreux fruits comme plus de justice, des impôts qui ne sont plus en fait faits selon les désirs de la couronne, mais qui sont, voilà, en fonction des revenus en fait de chacun. Donc voilà, la question des départements pour décentraliser un petit peu le pouvoir. Enfin bref, il y a beaucoup de fruits qui émanent de la Révolution. Et on est rentré dans une république avec le droit de vote. Au final, le Conseil constitutionnel est arrivé et était censé être le garant des libertés. Et quand j'ai vu cette crise sanitaire, ça m'a interpellé et je souhaite qu'on puisse travailler sur une réforme du Conseil constitutionnel. Le réformer. Alors, je suis pas un fou, hein, parce que bon, le gars, il ose, mais c'est aussi pour ça qu'on prend des techniciens, parce que, voilà, en 1958, par là, la Constitution de la Ve République a donné naissance au Conseil constitutionnel. Mais quelque temps après, le général de Gaulle lui-même était opposé au Conseil constitutionnel, rappelant régulièrement que la seule Cour suprême, c'est le peuple. Parce qu'il disait que le Conseil constitutionnel est censé se prononcer sur cette question de liberté, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'interrogera plus le peuple pour savoir si le peuple se sent en liberté. Le peuple n'a plus à dire s'il estime que ça le rend libre ou pas. Le Conseil constitutionnel dit que c'est bon, donc c'est bon. Pour vous expliquer un petit peu la composition du Conseil constitutionnel, il y a 9 membres. Il y en a 3 qui sont choisis directement par le président de la République, ce qui fait 1/3. Parmi les 3 que le président de la République choisit, il choisit notamment le président du Conseil. Ce qui peut poser problème. Le président du Sénat en choisit 3 et le président de l'Assemblée nationale en choisit 3. Donc, au final, si dans tous ces politiciens, les gens sont proches, se connaissent ou autre chose, pas évident pour garantir une décision qui soit totalement claire, nette, précise, en fonction de l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. Et quand on a vu ce qui s'est passé au niveau des lois qu'on a estimées liberticides, je suis pas le seul, en fait, à le penser. Je pense qu'il faut qu'on regarde un petit peu ce qui s'est dit dans le monde et toute la population a manifesté. Je pense qu'il serait important, voilà, je vais pas être trop long dessus parce qu'on a d'autres points à voir, mais c'est pour vous donner des précisions par rapport à ça. Autre chose qui est importante pour moi au niveau liberté et démocratie, c'est poursuivre les lois de moralisation de la vie politique. Je pourrais donner des chiffres sur la question de la corruption et des conflits d'intérêts qu'il y a au niveau de la classe politique. Tout le monde se rappelle l'affaire Cahuzac, mais il n'y a pas que ça. Tout le monde se rappelle les différentes affaires qu'il y a eu. On pense
aux dernières élections. Je ne vais pas donner tous les noms parce que vous savez qu'il y a quand même pas mal d'affaires. La France, alors je vous inviterai aussi à lire un livre, si ça vous intéresse, La mafia d'État de Vincent Jauvert. Et il y en a bien d'autres. Il y a des enquêtes à ce sujet et qui montrent qu'il y a trop de conflits d'intérêts et qu'il y a des fois trop de liens entre des hauts fonctionnaires et des grandes entreprises, notamment avec des lobbies. La particularité du lobby, c'est que ce sont des influenceurs. Si on cherche étymologiquement, ce sont des influenceurs. Résultat, l'influenceur, il va essayer d'influencer pour un intérêt particulier et en aucun cas pour l'intérêt général. Donc, quand un homme politique ou des députés sont liés en fait à des lobbies ou bien sont influencés par des groupes puissants, parce qu'il faut savoir que certains groupes sont plus puissants des fois que des États. Quand on voit le poids en fait de Google, d'Amazon ou autres, c'est difficile des fois de faire respecter les lois françaises face à certains groupes. Donc sur cette question-là, les lois de moralisation, c'est beaucoup plus de transparence au niveau de la classe politique, des sanctions réelles pour voilà, et puis il y a d'autres choses qui sont techniques, donc on prendra le temps de rentrer dedans. Mais les lois de moralisation ont commencé, donc on aura l'occasion d'en parler. Je vois l'heure qui file et on a beaucoup de choses à dire. L'autre point en fait qui est important pour moi, c'est la formation des citoyens. Ça ne sert à rien de parler politique, technique, conseil constitutionnel, réforme de ci, de ça, si les citoyens ne peuvent pas s'approprier toutes ces choses. Quand j'ai commencé à parler avec les amis et des collègues ou autres des législatives, nombre de personnes ne savaient même pas ce qu'étaient les législatives. Les législatives permettent d'élire des députés. Mais finalement, qu'est-ce qu'un député ? Pourquoi le député ? Et certaines personnes même se disent, ouais, mais pourquoi tu commences pas en tant que maire et après député ? Mais en fait, c'est pas la même chose. C'est pas la même mission. Après, faut que nous aussi on soit cohérents. Petite parenthèse, vous ne voulez pas des politiciens de carrière, vous voulez en fait qu'on soit clair dans nos engagements, etc. Mais vous voulez qu'on fasse tout le parcours comme chacun. Un parcours politique du début à la fin. Non, faut être cohérent. Bon, je referme la parenthèse. Donc, sur cette question de formation des citoyens, les gens m'ont demandé, mais c'est quoi les circonscriptions ? Donc, en Martinique, on a 4 circonscriptions. Et là, le Sud, c'est la 4e circonscription qui comprend 11 villes. Et donc, le député, dont j'ai déjà expliqué le rôle, est censé être le représentant particulier, bien sûr, pour ces 11 villes, c'est-à-dire la circonscription du Sud, mais il travaille en lien avec les 3 autres députés de la Martinique, au total il y en a 4, et qui ont un rayonnement national. Pour moi, l'une des particularités dans la méthodologie, c'est de ne pas être centré sur les problèmes que de la Martinique. Quelqu'un a faim dans l'Hexagone, c'est aussi le problème des Martiniquais. Si on ne lutte que pour les problèmes strictement martiniquais, on ne sera pas entendu. Quand les gilets jaunes manifestent et qui parlent du pouvoir d'achat, nous, on va pas faire une autre manifestation sur la vie chère. Vie chère et pouvoir d'achat peuvent trouver un pont. Unissons-nous. Quand on parle de l'environnement d'un côté, venons rajouter en fait ce qu'on a, mais faisons des luttes unies, globales. Et donc nous aussi, ne manifestons pas que pour les problèmes qui nous concernent, mais s'il y a des problèmes de pollution, etc., notre rayonnement est national. Cette solidarité fait que les Antilles viennent à la rescousse des autres et les autres viennent à la rescousse des Antilles. Sinon, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout concernés par les Antilles parce qu'ils ne connaissent pas les ultramarins. C'est à nous aussi, par notre solidarité qui nous honore depuis longtemps, de montrer aux gens, nous l'avons épisode. Mon enquête, moi l'avais pu aussi. Pourquoi pas? Donc la formation des citoyens, c'est non pas s'arrêter à l'éducation civique, mais avec des associations, avec des éducateurs, en passant aussi des fois par un renfort au niveau des CCAS ou autre chose. Tous les acteurs qui sont proches des personnes âgées ou des personnes en retrait, mais aussi voilà, pour les plus jeunes, on a des clips, on a autre chose. Il faut vraiment qu'on invite la population à se réapproprier son pouvoir. On aura beau se plaindre, mais si nous on ne sait pas qui fait quoi, et qu'on ne réclame pas un bilan des fois ou des actions, il faut savoir que le député, il est élu pour 5 ans. Quand je vais demander aux gens, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait en 5 ans, sans vouloir tacler qui que ce soit, ça n'a rien à voir. Moi, je suis contre les pics adressés aux politiciens, les querelles de clocher. J'estime que chacun vient dans l'intérêt de la Martinique. Donc, je remercie tous ceux qui ont essayé de contribuer. Aujourd'hui, si d'autres personnes ont des propositions, pourquoi pas. Mais de se disputer pour dire qu'on vient, on est meilleur que l'autre, j'ai pas le temps. Ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, sachez que ça dégoûte les gens de la politique. Ça ne nous rapproche pas. Au contraire, ça nous dégoûte. Donc voilà, la formation, pour moi, c'est hyper important. Si nous, on n'est pas formés, tu peux pas, en fait, conquérir la démocratie. Bon.
Et enfin, sur cette question-là, la perte de souveraineté de la France. Alors, on a tendance à s'intéresser qu'à nous, comme je disais. Il faut qu'on sache qu'on est dans l'Union européenne. Il faut se poser ces questions. Parce que quand je parle de l'Union européenne a sa constitution, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et président, en fait, voilà, de la Commission de l'Union européenne, quand il y a eu les problèmes au niveau de la Grèce, etc., la crise d'austérité, il a rappelé que ce ne sont pas les intérêts de la France ou les intérêts de la Grèce qui vont primer sur les décisions de l'Union européenne. Concrètement, nous avons perdu là notre souveraineté au niveau monétaire, budgétaire et sur des aspects du commerce. Donc certaines décisions que le président français voudrait prendre, il n'est plus libre de les prendre. Il ne faut pas non plus qu'on nous fasse miroiter un certain pouvoir qu'on n'a plus. Donc si on ne s'intéresse qu'à la politique martiniquaise, on occulte l'aspect Union européenne. Attention, il y a de nombreux traités qui sont signés entre la France et l'Europe. Le but n'est pas en fait de remettre en question tous les traités. Le but n'est pas du tout de sortir de l'Europe. Ça n'a rien à voir. Le but est d'interroger la souveraineté de la France. Parce que si on n'a plus le pouvoir de réguler certaines situations, ce sont des promesses en l'air. Donc il faut que les Martiniquais se repenchent en fait sur la question de la souveraineté de la France. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, la Martinique faisant partie de la France, tout ce qui concerne la France concerne les Martiniquais. Il faut déjà, quand on est dans un système, vivre dans la République, totalement. Et une fois que tu vis pleinement dans la République, si demain tu veux évoluer ou changer de statut, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, tu es dans cette République, tu vis ainsi. Moi, si le peuple après veut faire autre chose, on entendra le peuple. Mais aujourd'hui, nous faisons partie de l'Union européenne. On est bien content de pouvoir voyager partout, d'avoir les bénéfices. Mais il faut se poser des questions. Parce que je rappelle qu'autour de Bruxelles, avant de passer à une autre partie de mes engagements, pour ne pas dire programme, tout autour de Bruxelles, ce sont des lobbies en fait qui siègent. Je reviendrai un petit peu dessus juste après. Donc voilà. Alors, j'ai parlé en fait des lois liberticides et quand on voit depuis combien de temps la Martinique est sous couvre-feu, quand on voit ce qui s'est passé aussi dans l'Hexagone avec les couvre-feux, avec, là, pour moi, dans le médico-social, des suppressions de postes. Je me prononce, moi, clairement, je suis opposé à cette forme de politique. Je trouve que cette politique est violente, c'est agressif. J'ai vu des personnes concrètement la priver de leur emploi. Mais bien sûr, mais c'est suicidaire. Parce qu'on a un hôpital en déclin et on déclenche là une austérité, une hostilité et ça fait plus une fracture. Je reviendrai après sur la destruction programmée là des services publics. Mais ces lois liberticides qui font que quelqu'un va être contraint de prendre un vaccin. Et si cette personne ne le fait pas, elle aura telle et telle sanction, etc. Contraint jusqu'au bout d'eux. Après, on va me dire, oui, mais comment faire pour régler les choses ou faire mieux? Je pense que si on revient dans un système de démocratie où on prend le temps de dialoguer convenablement avec les gens, d'éduquer, et d'être beaucoup plus transparent, il y a de nombreuses choses qui ne se font pas. On viendra sur différents scandales parce que c'est pas en fait qu'une illusion ou c'est pas qu'un sentiment ou un ressentiment des Martiniquais, même des Français, il y a un problème. Il y a un problème dans les instances. La NSM qui est chargée du contrôle des médicaments, on va en parler en fait dans un instant. Les Martiniquais et les Français ont des raisons en fait de se méfier. Donc je pense qu'à un moment donné, quand le gouvernement ne peut pas montrer patte blanche au niveau de ses instances et a eu des comportements déviants qui ont heurté le peuple, il ne peut pas demander une confiance aveugle et il ne peut pas non plus venir avec une répression aussi orgueilleuse. J'estime, moi, que ça ne règle pas les problèmes. Donc, il y a des lois qui, pour moi, sont à abroger. Il y a en fait, voilà, des choses claires sur lesquelles on doit se battre. Et ça aussi, c'est le rôle d'un député. Moi, je prends position. Alors, bien sûr, ça ne fera pas l'unanimité, mais j'estime qu'il y a un problème. D'autre part, et je vais oser le dire, quand on est fort avec les faibles, c'est-à-dire le peuple qui n'a pas le choix, parce que là, il est dans la main de l'État, il est brisé, etc. Mais que si ce vaccin est si bon, pourquoi, quand on devait parler de libérer les brevets, ça n'a jamais été libéré. On ne fait pas de pression en fait sur Pfizer pour que finalement ce soit accessible à tous.
Au final, c'est l'argent des contribuables, c'est-à-dire vos impôts, les miens. La France, dans l'OCDE, fait partie des pays qui payent le plus d'impôts, entre impôts directs et indirects. C'est pas gratuit, il y a rien de gratuit en France. Les tests PCR qu'on fait ou bien, etc., c'est pas gratuit. Au final, notre argent, l'argent de notre sueur, est donné à Pfizer tranquillement. Et pas que Pfizer, je dis ça, en fait, voilà. Mais on ne fait pas non plus de pression, en fait, sur ceux qui sont forts. Eux, ils continuent à s'enrichir. Il y a un problème. Au niveau de la classe politique, il n'y avait pas d'obligation vaccinale non plus. C'est valable que pour le médico-social et l'hôpital. Que les gens aient des craintes ou pas, ou qu'il y ait eu des effets secondaires, à un moment donné, on a l'impression que c'est étouffé. Je milite pour la transparence. Et je milite pour le respect. Je milite pour la considération de la population en toute dignité. Ce que j'ai vu là en Martinique et ce que je vois en France est tout simplement inadmissible. Et si on vient sur un exemple concret, quand vous avez, moi c'est mon cas, des parents qui sont seuls et que les fêtes arrivent, je sors du travail un 31 et je dois rapidement passer pour dîner avec ma mère, je vais ramener la famille. Finalement, il y a le couvre-feu à 20h, mais on peut pas rester dormir parce que c'est pas, le lieu ne s'y prête pas. Mais dès qu'on va partir, on se retrouve hors la loi. Or, quand il y a des fêtes particulières, les familles font en sorte de se retrouver. Donc je pense qu'il y a aussi certains ajustements qui méritent en fait la consultation de la population, qui a un lien. Bon, je parle de ça parce que vous allez dire qu'il a de l'ambition, mais je souhaite revoir aussi les fiches de poste, certaines attributions. Faut pas oublier que les préfets ont été mis en place au temps de Napoléon, mais c'était quand même pour asseoir un contrôle au niveau des territoires. C'est pas un lien de dialogue, c'est pas un lien de co-construction pour la vie commune, c'était plus pour un contrôle d'un territoire. Sauf qu'aujourd'hui, la population n'a pas besoin d'être contrôlée comme des enfants inlassablement. On a besoin d'être écouté. Là, si vous entendez les infos, dans l'Hexagone, on dit que il y a une colère qui est sous-jacente et qu'on a peur que cela explose dans une crise de violence. Au Canada, on est parti dans le convoi de la liberté. En France, ce convoi de la liberté a commencé, mais il a fallu en fait plus de 1000 agents. Je fais attention aux chiffres, après on va me dire que j'ai dit des bêtises, mais beaucoup de policiers pour pouvoir bloquer ce convoi qui après s'est dirigé vers Bruxelles. Donc, je pense qu'à un moment donné, le peuple a besoin d'être entendu. Je suis désolé. Même s'il y a une crise sanitaire, il faut savoir traiter les gens avec dignité. Et ce qui s'est fait, notamment d'aller frapper les manifestants en Martinique près de l'hôpital, mais ce qui s'est fait aussi pour les gilets jaunes, des gens mutilés, des gens éborgnés et autre chose, c'est inadmissible. Sauf que c'est dans la Constitution le droit de manifester. Donc on parle du Conseil constitutionnel, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Cette ligne-là, elle a disparu, on ne la voit pas, on n'en parle pas. Moi, je pense qu'il y a de vrais problèmes au niveau de l'État. Et c'est violent. Moi, j'appelle ça une violence, en fait, au niveau de l'État. Je sens, en fait, qu'on est négligé. Et le peuple, aujourd'hui, a besoin d'être considéré. Ça suffit. Donc ça, ce sont des points sur lesquels, voilà, va falloir qu'on travaille. Alors, comme Christelle me laisse la parole, je regarde l'heure. J'ai parlé de lobby et je fais le point avec la situation en Martinique. Louis Boutrin et Raphaël Confiant ont sorti un livre il n'y a pas si longtemps où ils disaient Chronique d'un empoisonnement annoncé. Et à la page 58, ils disaient un lobby béquet très puissant et aujourd'hui, voilà, il s'étend des Antilles jusqu'au couloir ministériel de Paris. Il s'organise également à Bruxelles autour d'Eurodom, association, voilà. Et plus loin, à la page 59, il est dit que parce qu'il relatait ce qu'un ministre de l'Outre-mer avait dit. Je sais que je prends un sujet particulier, vous allez vous dire, aïe, de quoi il parle? Écoutez bien. Il dit à la page 59, le ministre de l'Outre-mer a bien précisé à cette époque que l'interlocuteur privilégié pour lui, ce ne sont plus en fait, voilà, les élus ou autre chose, mais que c'était Eurodom. Finalement, un lobby. À un moment donné, si nous, on ne veut pas regarder la situation en face et qu'on tombe dans des clichés noirs, blancs, ça n'a strictement rien à voir. Béquet contre la population, ça n'a rien à voir. Le problème des lobbies se passe partout, en fait, dans le monde. Mais il faut savoir qu'en Martinique aussi, le problème, c'est un problème technique. Ce sont des personnes qui vont défendre des intérêts particuliers au détriment des intérêts de l'intérêt général. Moi, je veux venir sur ça. Je ne viens pas sur une question de
de conflit en fait entre des personnes. Pas du tout. Ça c'est vain, c'est stérile. Je ne veux pas qu'on stigmatise, qu'on insulte ou qu'on se batte. C'est vain. Ça ne sert strictement à rien. Unité. Par contre, il faut qu'on revienne à l'intérêt général et qu'on arrête avec les intérêts particuliers. Aujourd'hui, si la Martinique est aussi dans des situations compliquées, c'est aussi parce que certaines situations comme celle-là n'ont pas été traitées. Je vais prendre un exemple qui a touché beaucoup la Martinique. La question santé et du chlordécone. Depuis combien d'années le chlordécone est utilisé dans l'Hexagone ? 1972. Finalement, quand est-ce qu'il a été interdit aux États-Unis ? 1976, sauf erreur de ma part. Pourquoi les États-Unis ont arrêté ? Parce qu'en 75, il y a eu un accident, l'accident d'Hopewell. Donc voilà, on a vu que des gens sont contaminés, que les sols, l'environnement a été touché. Finalement, il y a eu un rapport, le rapport Kermarek et Snegarov, enfin bref, pour alerter la France. La France savait ce qui se passait. Pourtant, la France a continué à utiliser le chlordécone jusqu'en 1989-90. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aux Antilles, on a continué à utiliser le chlordécone ? Parce qu'il y a eu une dérogation. Je répète, une dérogation. C'est-à-dire qu'entre le bureau qui sait que c'est dangereux et le bureau qui donne les dérogations, il n'y avait pas de lien. On discutait pas. Peut-être que la cloison était trop épaisse. Non. Des fois, il y a des intérêts particuliers qui font que, comme ça pèse, et que là, j'ai dit en fait que j'ai besoin de ça, finalement, comme j'ai des liens particuliers, on m'octroie certaines choses. Je suis convaincu qu'il y a un problème à ce niveau-là. Pourquoi ? Il y a eu plusieurs problèmes au niveau de l'État, c'est-à-dire qu'avant même la mise sur le marché d'un produit qui est dangereux, l'État doit contrôler. Donc pour moi, ça c'est un premier scandale. D'accord ? Une fois que le produit a été mis sur le marché et qu'il est utilisé, l'État doit contrôler. Deuxième problème. Une fois que le produit a été reconnu dangereux ailleurs dans le monde et que même, sauf erreur de ma part, l'OMS a dit que le produit était cancérigène et je crois que c'était en 79, sauf erreur de ma part. L'État aussi doit réagir. Et quand on arrive sur la question de la réparation, finalement, il n'y a pas si longtemps, on nous dit que c'est reconnu comme maladie professionnelle. Quand 90% de la population est touchée, je ne peux pas penser en fait que c'est simplement une maladie professionnelle. Et puis, autre chose qui pour moi est scandalisant, c'est le nombre de cancers de la prostate et pas que. C'est-à-dire les conséquences. On dit que la Martinique, alors j'aurais aimé qu'on brille pour autre chose, mais que la Martinique bat le record mondial de cancer de la prostate. Et j'ai discuté avec des médecins, d'ailleurs là aujourd'hui je suis un peu bref, je vais vite sur les sujets, mais il y a d'autres choses en fait qui sont liées à l'utilisation de ces produits. Et je tiens à vous alerter, on a focalisé l'attention sur le chlordécone, mais il y a d'autres produits qui sont en circulation. Et on devrait s'intéresser à ça. Et pas que des produits phytosanitaires ou autre chose. Il y a aussi, liés à l'agriculture, il y a aussi des médicaments sur lesquels il faut qu'on s'arrête et qu'on se penche. Bref. Donc au final, 230 cas pour 100 000 hommes chaque année. Donc c'est un record et il faut vraiment qu'on se penche dessus. C'est pas normal. Dans tout ça, je reviens bien sûr sur ces questions, mais il faut renforcer aussi le contrôle au niveau de l'ANSM. Avec les fameux conflits d'intérêts. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a une plainte qui a été déposée par, comment il s'appelle, DJ Raoult et Divisio contre la NSM. Et il y a une question qui se pose, c'est tous pourris. Pourquoi ? Parce que il y a eu de nombreuses affaires avec les médicaments. J'en ai parlé, le Mediator, Jan 35, Galvidia, d'autres choses. Et on se rendait compte que au sein même de la NSM, il y a un scandale parce que c'est comme une alarme qui est muette, qui ne sonne pas quand elle devrait sonner pour prévenir la population. Il y a un livre que je vous invite à lire, c'est le livre noir de la médecine, patient aujourd'hui, victime demain. Et dans cet ouvrage-là, on a en fait Philippe Courtois, d'accord, et qui dit que la NSM, c'est une alarme qui ne sonne pas. Donc il disait que l'industrie pharmaceutique infiltre certaines autorités de contrôle et il y a un manque de transparence de ces organismes publics. Résultat, nous qui sommes censés être couverts et protégés, nous ne le sommes pas. Ces questions de lobby et de conflits d'intérêts
sont à tous les niveaux. Si on ne régule pas, eh ben c'est pas la peine. Alors si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller sur le rapport de l'ONG Transparency International, qui évalue les pays qui sont les plus corrompus. Je suis obligé aujourd'hui de parler de corruption, parce qu'il y a un problème. Les problèmes ne sont pas si compliqués, mais il y a une volonté des fois de ne pas les régler. La France est à la 21e position des pays les moins corrompus. J'ai pas dit dans les 10 premiers, j'ai dit à la 21e position. Ça me pose problème. Les 3 pays les moins corrompus, selon en fait ce classement de l'ONG Transparency International, c'est le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande. Je crois de mémoire que l'Allemagne est située à la 9e place et que le Royaume-Uni sont situés à la 11e place. Pour moi, ça pose problème. Et si je vous parle de corruption, vous allez me dire quelle forme prend cette corruption en France. On peut en parler. C'est-à-dire que là, on nous dit clairement qu'il y a à peu près, alors détournement de fonds publics, ça représente à peu près 26% en fait des situations. Et ça, ce sont les chiffres de 2020. 26% de situations sur 1000 cas qui ont été examinés. Ce qui voudrait dire qu'on a à peu près 260 cas de détournement de fonds publics sur 1000 cas, c'est-à-dire dans une année. Une année, il y a 1000 affaires, 260 affaires concernent détournement de fonds publics. Et si on dit 260, ça veut dire que sur 12 mois, chaque mois, il y a à peu près 21 affaires de détournement de fonds publics. Qu'est-ce qui se passe? Après, on va me dire que je parle de corruption pour rien. Non, il y a un problème. Il y a un manque de transparence, il y a un souci en fait avec les lobbies, il y a un intérêt particulier qui ne permet pas de, et il y a un manque de transparence. L'affaire du chlordécone, d'autres affaires au niveau des médicaments, ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, c'est que les hautes fonctions de l'État sont des fois gangrénées et ne sont plus au service de la population. Il faut réformer, il faut rentrer dedans et puis remettre un petit peu de l'ordre tous ensemble. Le peuple qui vient et qui demande des comptes pour dire c'est bon, ça suffit. Donc voilà, ça ce sont plusieurs points sur lesquels je pense que c'est très très important de pouvoir avancer. Alors bien sûr, il y a des recommandations qui sont faites par eux, mais aussi par d'autres, pour pouvoir travailler. Autre point hyper important pour moi, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans les médias, c'est-à-dire que les médias, radio et autres, il faut qu'on ait une transparence. Aujourd'hui, au niveau des médias, il y a une concentration des médias. On parle, et vous pouvez trouver facilement, que les milliardaires, voilà, français ou du monde, concentrent les médias. Je m'attaque pas aux médias, je suis pas contre eux. Mais je m'attaque au manque de transparence. Ce qui veut dire que des fois, ce qui est reproché, et c'est pas difficile de le trouver, que 10 milliardaires à peu près concentrent. Il y a pas si longtemps, Vincent Bolloré a été interrogé par le Sénat, tout comme d'autres, voilà, et on leur demandait, mais quel est votre intérêt? Pourquoi, en fait, vous vous intéressez autant aux médias? Bon. Et ils disent non, c'est parce que, voilà, les médias, c'est important de pouvoir sauver les médias français, voilà, véhiculer aussi, voilà, une pensée positive, enfin bref, plusieurs choses. Et puis c'est économique, ce sont des investissements, bon voilà. Sauf que non, ça permet aussi d'influencer. Ça permet de maîtriser l'information, de contrôler l'information. Certains journalistes qui peuvent parler plus librement disent que nous sommes en train de perdre de l'information. On est moins informés. De nombreuses personnes me disent que maintenant, quand elles veulent vraiment être informées, elles vont chercher elles-mêmes leurs informations sur Internet. Il y a de plus en plus de médias indépendants qui sont en train de proliférer et qui demandent à la population des dons. Alors nous payons, nous, en tant que contribuables, pas mal d'argent. Et je tiens à vous dire que des millions sont injectés dans les médias. Tous les groupes de milliardaires qui possèdent des médias sont subventionnés par l'État, c'est-à-dire par l'argent du peuple. Moi, je souhaite qu'on mette la main dedans et qu'on régule. On a besoin d'une information fiable, indépendante, cohérente. Je suis désolé, je vais tacler un peu, mais quand toute la journée, je vois sur BFM la même info qui passe en boucle, j'ai l'impression que rien ne se passe en France. Je suis un peu embêté. Alors je me dis que je vais mettre CNews. Ah, c'est pas mieux. Non, ça suffit. Arrive un moment où tu sens que la pensée est un petit peu orientée. Exact. Et tant qu'on ne sortira pas de ça, on va pas s'en sortir. Pas être trop long sur tous les sujets. La destruction des services publics. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous allez dire que j'aime les bouquins, mais c'est hyper important pour moi. Christian Péron a écrit un livre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise?
il parlait justement de la crise sanitaire et autre chose. Je trouve ça assez particulier en France que les spécialistes qui étaient reconnus hier, à partir du moment où ils dénoncent ce que fait l'État, ils deviennent des parias, ce sont des gens pas bien, mais on ne lit pas les livres, hein. On ne cherche pas à savoir ce que ces gens-là ont dit. Comme dit J. Raoult, on se permet de les juger, mais sans savoir ce qu'ils dénoncent. Dans le sommaire de son livre, je pense qu'il va du scandale numéro 1 au scandale numéro 10, mais clairement, dans le sommaire, il dit scandale numéro 1, c'est ça, scandale numéro 2, etc. Bref. Arrive un moment dans son livre où il parle de la situation de l'hôpital. Et c'est pas le seul. Je pense, sauf erreur de ma part, le professeur Grimaldi a sorti un livre là, où il parle de l'hôpital. C'est 2022. Et il donne des recommandations pour pouvoir sauver l'hôpital public. Professeur Grimaldi. Et là, c'est Perron, donc, qui en parle et qui dit clairement que la loi HPST, et particulièrement la T2A, contribue à la destruction de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est un système de paiement à l'acte. Ça veut dire que le plus important, c'est que l'hôpital soit rentable. Donc finalement, qu'il soit plus seulement un service public, mais qu'il soit dans une course de rentabilité. Résultat, on ne fait plus attention aux malades comme on devrait. Il y a une guerre qui se déclare entre les cliniques privées et l'hôpital, parce que les cliniques privées vont de toute façon chercher à avoir les actes les plus rentables, mais en même temps, l'hôpital va devoir se retrouver avec certains malades, et ça, c'est pas rentable. Mais en même temps, on est obligé de le faire. Bon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. L'hôpital est en souffrance, l'hôpital se meurt, et c'est une question. Alors, on va se plaindre de l'organisation de l'hôpital public, mais il faut savoir que c'est à l'État d'organiser l'hôpital public. Si aujourd'hui, on perd l'hôpital public parce qu'il se meurt et qu'on a aussi abîmé les conditions de travail, etc., je peux pas rentrer dans le dossier en détail, mais je le ferai. Avec une équipe de professionnels, de médecins, on a travaillé dessus, on sera en mesure de vous donner des détails. Si on perd l'hôpital public parce qu'on se dit qu'il n'y a que la clinique, même quand vous allez accoucher à la clinique, Saint-Paul, par exemple, s'il y a des complications, on est obligé, en fait, de vous adresser à l'hôpital. Faut pas nous quitter l'hôpital à mort. Il faut qu'on prenne soin des soignants, il faut qu'on prenne soin de l'hôpital. Et regardez les reportages, il n'y a pas si longtemps, un député, François Ruffin, s'est déplacé pour faire le tour des hôpitaux. Les hôpitaux ne meurent pas qu'en Martinique. C'est faux. C'est pas la Martinique qui est mal organisée. Tous les hôpitaux de France, là, sont en souffrance. Voilà. Et là, ce qu'on disait, quand on dit oui, il y a des lits qui ferment et des lits qui ferment, il y a beaucoup de lits qui ferment par manque de soignants. C'est pas parce qu'il n'y a pas des ailes avec des lits physiques qui sont là, mais il n'y a pas les personnes qu'il faut pour pouvoir travailler dessus. Donc, il faut aussi que nous, on interroge ces situations et qu'on puisse avancer. Il me reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même venir sur la question. Quand je parle des services publics, j'ai vu au début de l'année 2022, on a parlé des questions de sécurité et il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait tuer. En Martinique, c'est bizarre. On a du mal à importer beaucoup de choses, mais la drogue réussit à rentrer, les armes réussissent à rentrer. Je pense qu'il va falloir aussi se repencher sur les questions parce que je ne pense pas qu'il soit si difficile, on va rentrer sur les dossiers, de pouvoir contrôler efficacement l'entrée sur le territoire de la drogue et des armes. Mais comme les policiers ont pu dire, ça a été titré, c'était Martinique la première, quand il y a eu le meurtre, si on peut dire, je crois que c'était Andy et Anthony, ils étaient dans une voiture, voilà, à Fort-de-France, et on leur a tiré dessus pour une histoire, non pas de drogue, parce que j'ai du respect pour eux, c'était pour, voilà, les braquer, tout simplement. Et au final, les policiers ont dit, ce qui était titré, la police réclame plus de moyens. Les policiers réclament des moyens. Il y a besoin de moyens humains, mais il y a aussi besoin de moyens pour pouvoir faire un travail convenable. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut les accompagner. Et c'est pareil pour les pompiers. On se rappelle tous sous cette période où beaucoup de pompiers manifestaient parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Moi, j'ai des amis pompiers qui m'ont dit qu'ils faisaient les réparations eux-mêmes et que s'ils faisaient des fois les exercices en utilisant le matériel qu'il fallait, mais ils n'en avaient plus assez pour les interventions. C'est plus possible. Combien de personnes nous disent qu'à l'hôpital, les draps, des fois, vont pas être changés quand il faut ou qu'il n'y a pas assez de matériel pour faire ce qu'il faut. C'est plus possible. Ça, c'est la dégradation, la destruction du service public. Et dans cette stratégie, vous pouvez lire aussi le livre de François Boulot. Il y en a d'autres qui parlent de ça. Et qui disent qu'il y a une des stratégies, c'est de pouvoir privatiser. Et il y a un petit slogan qu'il donne dans ce bouquin qui m'a beaucoup plu. Il a dit que quand tout sera privé, on sera privé de tout. Il faut qu'on se méfie, en fait, de la privatisation. Donc, mon but, moi, c'est de pouvoir lutter aussi contre cette privatisation. Et ça passe par une conscientisation. Nous devons sauver nos services publics. L'école publique, c'est la même chose. On ne peut pas payer, nous, l'école de la République, et la laisser mourir au profit de l'école privée. J'ai aucun problème avec l'école privée, mais certains peuvent payer l'école privée.
Mais quand tu payes déjà tes impôts qui contribuent à la vie de l'école publique et qu'en même temps tu vas payer en fait l'école privée. Bon, c'est comme si tu payes 2 fois l'école, mais tu vas payer l'école privée. Ok, mais c'est que tu peux te le permettre. Mais les autres qui se retrouvent avec l'école publique qui est dégradée. Non, il faut qu'on entende les professeurs qui manifestent, qui disent qu'il y a des soucis, qu'il y a un problème de moyens et d'autres choses. Donc voilà, on ne pourra pas parler de tout. Et si je devais conclure, parce qu'il me reste 2 minutes, mais on aura le temps de venir sur tous les autres sujets, la question en fait de la vie chère, ça fait longtemps qu'on en parle. J'en ai parlé au début. J'ai pris le soin de parler de cette question de lobby. Si aujourd'hui on a du mal à régler certains problèmes au niveau de la vie chère, on doit reprendre tout le circuit. L'Express attitré, ils ont fait un travail dessus et ils ont dit, ok, tout ne se résume pas aux problèmes d'importation. Ce sont pas les frais de port en fait qui nous font couler comme ça. Il faut se pencher sur le manque de concurrence qu'il peut y avoir aux Antilles. C'est pas moi qui le dis, l'Express l'a titré. Alors si je peux, parce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il dit ça, il me reste 1 minute, j'ai le temps de vous donner ça. Attendez, je viens dans mon document vie chère parce que j'aime bien avoir des sources. Sinon, il y a quelqu'un qui dit comment qu'a menti. Et j'ai horreur de ça. Non, pas qu'a menti, on dit la vérité aux gens. L'Express nous dit crise aux Antilles, pourquoi la vie est si chère, et ça a été publié le 26 novembre 2021. L'Express qui titre ça. Bon, les journaux ne disent pas tout bien, mais il y a certaines choses qu'ils disent. Bon. Et dans ça, il nous dit, il y a des prix qui ont augmenté, bien sûr, il parle du pourcentage, certains produits à plus de 91%, etc. Il parle aussi de salaires plus bas. Donc, ils font des moyennes en disant que, voilà, un salarié dans l'Hexagone, quand il est en moyenne à 2424 €, que nous, en Martinique, pour le même travail, on va être à 2035 €, donc réalisé. Produit plus cher, salaire plus bas. Donc, forcément, c'est difficile. Mais ils disent aussi, eux-mêmes dans leur analyse, ça a été fait par un économiste, des mesures inefficaces, c'est-à-dire le bouclier qualité-prix. Ça a pu réguler certaines choses, mais ça ne règle pas tout. Après, la question pourrait se poser sur... bouclier qualité-prix concerne certains produits, mais est-ce que ça veut dire que la population martiniquaise est exclue d'autres produits? Il faudrait que les prix soient accessibles sur tous les produits. Mais on aura le temps de débattre sur ça, c'est pas loin. Les prix d'importation n'expliquent pas tout. Ce sont pas les frais de port qui expliquent tout. On va rentrer en fait sur les questions, techniquement parlant. Mais ils insistent sur une question. Et c'est d'ailleurs un économiste, Olivier Sudry, qui en parle. Il parle du manque de concurrence. Et il dit, mais en Martinique, c'est l'Express qui le dit. David Liméry le reprend, mais nous, on a travaillé sur d'autres sources. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas être trop long. Mais en Martinique, 5 groupes familiaux s'imposent, par exemple, dans l'alimentaire, l'immobilier ou encore les boissons gazeuses. Et ils disent, en fait, que ces opérateurs peuvent régler les prix en fonction de la disposition, voilà, des clients, etc. Des plus aisés, en l'occurrence. Alors que les salariés d'encadrement moyen, voilà, sont contraints de... Donc, je conclus sur ça en disant que si on ne revient pas sur cette question de régulation, il y a un code du commerce qui existe. Il y a des lois qu'il faut qu'on travaille. On ne va pas réussir à gagner la guerre des prix. Mais aujourd'hui, on a la possibilité technique et on a le cœur suffisant au niveau de la jeunesse martiniquaise pour pouvoir régler ces choses. Pour ça, il faut que nous, on se serre les coudes, qu'on travaille ensemble. Et puis, avec la grâce de Dieu, on vaincra. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci à toi, David Liméry. Donc, alors vous pouvez le retrouver sur les différents supports, les réseaux sociaux. Donc Instagram, David.Liméry, législative 2022, et également sur Facebook, je crois. Voilà. Donc vous tapez simplement David Liméry. Donc ce soir, effectivement, c'était notre invité dans l'émission Témoigne de Christ, où il nous a fait part des différents engagements qu'il mettrait en exergue, en fait, au service de la population martiniquaise et bien sûr au-delà.